Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission où le concept est très simple, je vous le rappelle, c'est de présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Vous nous regardez, je sais que vous êtes de bonnes personnes. Vous n'avez pas encore adhéré à notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous invite à adhérer à la chaîne, à cliquer j'aime sur les épisodes que vous avez aimés. D'ailleurs, en allant sur la chaîne YouTube, vous allez voir les archives des épisodes de Bienvenue chez Malo. Vous allez également avoir les archives des midi-livres. Vous savez qu'à chaque semaine, pratiquement, on fait des chroniques livres, des livres qui vont vous faire grandir, qui vont vous inspirer, qui vont vous amener plus loin. Alors, on est très content de pouvoir faire ça pour vous et avec vous. Une émission pas banale, j'espère que vous allez bien parce que de bonnes personnes, je vais vous en présenter. On va parler emploi aujourd'hui. Au moment d'enregistrer cet épisode, on dépasse un petit peu la mi-septembre 2020. Qu'en est-il du marché d'emploi, de l'emploi au Québec, des opportunités d'emploi? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on doit être découragé ou encouragé? On va en discuter avec nos invités et je vous les présente sans plus tarder. Je vous les intègre. Je vous les amène dans l'émission plus tôt. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez écouter l'émission en balado, vous pouvez le faire via le site, la plateforme Balado Québec. Nous sommes également sur Spotify. Alors, tous les épisodes de Bienvenue chez Malo sont disponibles sur Spotify. Vous pouvez les écouter en balado. Alors, sans plus tarder, j'intègre mes deux invités que j'ai très hâte de revoir. Ils sont là, ils sont à l'heure. Mon Dieu, qu'ils sont disciplinés. On voit que ce sont des dirigeants. Alors, bonjour à vous deux. Salut! Alors, Nancy Cameron, Steve Proulx. Comment allez-vous, M. Proulx? Super bien. Bon, mon Dieu, les sons fonctionnent. Je vais aller prendre un 649. C'est rare que ça fonctionne du premier coup. Je vous présente, je vous rappelle que le concept de l'émission, c'est d'abord de présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Nos internautes sont de bonnes personnes et vous en êtes aussi, et vous avez plusieurs choses en commun lorsque je regarde votre biographie. Je vais commencer par Madame. Alors, Nancy Cameron, très content de te revoir. Ça fait quand même un bon bout de temps. Oui, quelques années, hein, je dirais. Je pense que j'ai pu m'améliorer à partir de tes bonnes pratiques, Jannick. C'est bien gentil, mais ça date d'il y a 7 ans déjà. OK. On était quelque part en 2013, à l'été 2013. Alors, c'est toujours un plaisir. Puis j'ai eu la chance de voir vos enfants qui, à l'époque, n'étaient pas si grands et qui maintenant sont assez grands. Ce sont de jeunes adultes, 22-25 ans dans ces eaux-là. Oui, 20-22 ans. Tu as bien retenu tout ça, Jannick. Ah, c'est bon. Alors, Nancy, tu es conseillère en gestion stratégique des ressources humaines et recruteur de talent chez Cameron Ressources humaines, qui est ton entreprise. Oui, exact. Depuis 2002, donc ça fait déjà 18 ans. Oui. Le temps passe excessivement vite. Alors, va pour Nancy. Steve Proulx maintenant. Steve, on s'est croisés, disons que tu as suivi la formation lors de prendre la parole en public il y a un peu plus d'1 an. En avril-mai l'an passé. Oui, c'est vrai, au printemps 2019, à ce moment-là, tu es directeur général de Carrefour Jeunesse Emploi à la MRC de Quaticook, qui est un organisme en employabilité pour les 16-35 ans. Donc, tu travailles avec notre belle relève, notre jeunesse, mais tu es au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Quaticook depuis 2000. Donc, tous les deux, au début des années 2000, vous êtes entrés en place et vous y êtes depuis 18 et 20 ans respectivement. Tu as gravi les échelons pour devenir directeur. Tu avais, aux dernières nouvelles, à peu près 7 employés. Est-ce qu'il y en a autant maintenant? Oui, c'est ça. 7, 8 m'incluant.
OK, parfait. Le Carrefour Jeunesse Emploi, la MRC de Quatico, qui est un joueur quand même important dans le développement économique de la MRC. Tu es quelqu'un qui est quand même assez influent. En fait, tu es un des acteurs de premier plan pour tout ce qui concerne l'employabilité. Je vous ai réunis aujourd'hui parce que j'avais le goût qu'on parle d'emploi, de perspectives d'avenir. Il m'est arrivé des choses en plus aujourd'hui. J'ai dit, il faut absolument que je parle de ça à mes invités. Tout le monde connaît la situation qu'on vit depuis la mi-mars et je l'ai mentionné souvent, mais le 12 mars 2020, je donnais une conférence à une trentaine de gestionnaires de centres sportifs sur la rive nord de Montréal. Et le thème de la conférence, c'était comment attirer et maintenir, garder une main-d'œuvre de qualité. Alors, ils avaient beaucoup de difficultés, il y avait des arénas, des centres sportifs et ils avaient de la difficulté à recruter du personnel. J'ai donné ma conférence, je leur ai montré à bien se présenter parce qu'aujourd'hui, les employeurs doivent bien se vendre, pas pour aller chercher des clients, mais pour aller chercher des employés. 24 heures plus tard, cette conférence-là ne donnait absolument rien parce que tous les centres sportifs étaient fermés. Alors, ça donne une idée à quel point tout a basculé rapidement. Mais qu'en est-il du marché de l'emploi? Parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre à ce moment-là, partout. Le lendemain, on ne parlait plus de pénurie de main-d'œuvre, on parlait de taux de chômage qui a monté à un moment donné à 17 Je me tourne d'abord vers Nancy. Nancy, ton emploi, ton entreprise consiste à aider des entreprises à recruter les bonnes personnes, à les garder, à réussir à avoir les bons joueurs aux bonnes places dans une entreprise. Alors, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe depuis, disons, le 13 mars? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ton entreprise et de celle de tes clients? Je dirais qu'il y a deux choses qui se sont passées. On était tout d'abord en contexte de rareté de main-d'œuvre. Avec la crise sanitaire, c'est quand même demeuré parce que, on ne se le cachera pas, il y a des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain pas nécessairement disponibles pour le travail parce que les garderies, les écoles ont fermé. Alors, il y a des mamans et des papas qui devaient rester à la maison aussi pour s'occuper des jeunes. Il y a eu l'avènement de la PCU pour ceux qui avaient perdu leur emploi, mais si on se dit les choses de façon très, très authentique, dans certains cas, la PCU est devenue un autre concurrent aux entreprises. Oui. Pour les entreprises ayant des postes opérationnels avec des salaires assez bas, 13 14 15 l'heure. Bon, on ne se le cachera pas. Quand on fait le calcul, il y a plusieurs employeurs qui se sont fait dire écoute, moi, j'ai fait un calcul de tout ça, pas de déplacement, pas de vêtements, pas de lunch, pas rien. Je pense que je vais rester chez nous en attendant que la crise passe. Donc, c'est devenu un concurrent supplémentaire pour les entreprises qui n'avaient pas nécessairement des salaires bien alignés sur le marché ou des conditions de rémunération globale qui étaient sexy. Donc, ce que ça a fait, c'est que pour certaines entreprises, il y a des bonifications aux pratiques en gestion des ressources humaines qui ont été faites. Moi, j'ai vu là, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, des salaires passer de 15 l'heure, des salaires d'entrée, je veux dire, OK? De 15 l'heure à 16 l'heure. La semaine dernière, j'étais dans une entreprise qui a dit, bon, OK, finalement, on n'était pas très concurrentiel. On va s'aligner, on va y aller pour un 18 l'heure comme taux à l'entrée pour des postes d'opérateurs. Mais je te coupe un peu parce que là, oui, si on passe à 18 l'heure, ça veut dire que ceux qui ont plus d'ancienneté vont monter à 22. Là, l'échelle salariale monte au complet à ce moment-là. Est-ce que c'est réaliste pour une entreprise d'être viable, de continuer à être viable? Oui, ça ne veut pas dire que les plus anciens montent à 20 l'heure. Puis il y a différents. Je vais aller brièvement sur le plan technique, mais des structures salariales, ça peut être basé, oui, sur la durée du service continu des gens, donc ce qu'on appelle l'ancienneté, mais ça peut être basé sur la performance des gens aussi, sans égard à l'ancienneté. Et c'est pas parce que, mettons qu'on a une structure salariale avec plusieurs niveaux de progression, c'est pas parce qu'on permet aux gens de cheminer plus rapidement dans les premiers niveaux, ou c'est pas parce qu'on enlève des niveaux dans la structure salariale où les salaires étaient trop bas que ça fait nécessairement monter les autres, parce que notre maximum salarial peut être sexy.
Mais si le constat des entreprises était de dire, ouais, nos salaires d'entrée étaient bas, puis nos maximums étaient bas, OK, bien, ça vient justifier un petit peu les processus dans lesquels on est actuellement avec plusieurs entreprises pour revoir leur structure salariale, les minimums, les façons de progresser, les maximums salariaux et repenser la rémunération globale. Parce que tout n'est pas toujours dans le salaire, puis on l'a vu avec la PCU. Le salaire, c'est important, mais tu sais, si on est dans une entreprise ou face à un employeur qui, pour lui, c'est pas important, la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, Ouais. s'il est flexible au niveau des horaires de travail, ben là, ça peut devenir moins sexy pour certains travailleurs. Donc, toute OK. la vision actuellement. OK. Chez Cameron Ressources humaines, vous êtes en train de revoir avec vos clients l'aspect monétaire, mais aussi certaines valeurs, s'aligner sur les valeurs des employés. C'est un peu ce que j'entends. Les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. En Les fait, bonnes pratiques en gestion de ressources humaines. Aujourd'hui, je suis allé au service au volant dans un Tim Hortons parce que c'est la campagne des bonhommes sourires, donc ça me fait une défaite pour manger du sucre, ce qui est de plus en plus rare. Et j'ai vécu quelque chose parce que ma belle-fille travaille dans ce Tim Hortons-là. Maintenant, elle est en congé, elle va accoucher bientôt, donc elle n'est pas à l'emploi présentement. Mais je commande mes biscuits sourires et la préposée au service au volant me dit « Je veux juste vous aviser qu'à partir de lundi, nous ne serons plus ouverts parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. On va être ouvert seulement les samedis et dimanches. » Et là, on n'est pas dans le fond d'un village de 3000 habitants. On est sur King West, à Sherbrooke, la 6e plus grosse ville en importance au Québec, probablement sur l'artère la plus achalandée de la ville. Et il y a énormément de clients. Le problème, ce n'est pas les clients. Ils n'ont pas de main-d'œuvre. Et là, Nancy, tu me parlais de la PCU, mais là, la PCU, ça achève, c'est fini, c'est presque terminé. On est plusieurs à en avoir profité, mais c'est une mesure à court terme. C'est une entrée d'argent qui est imposable. Je pense qu'il va y avoir des réveils assez brutals lorsque arrivera le temps des impôts également. Là, tu me parlais de conditions qui n'étaient pas nécessairement sexy. Je te confirme que dans un Tim Hortons ou dans un restaurant, un resto de bouffe rapide, payer 20 $, c'est peut-être pas réaliste non plus. Il arrive quoi avec ces... j'ai l'impression que les jobs d'étudiants, ça n'existe plus au Québec présentement. Je ne sais pas. Hey, Nancy, je vais me tourner vers Steve parce que, Steve, tu travailles avec des 16-35 ans. Bon, tu es à Quaticook, mais qu'il y a quand même des Tim Hortons. Vous en avez, vous avez des restos, vous avez tout ça. Entendu parler de ce genre d'histoire d'horreur, toi aussi? Ben, nous, tu vois, tu parlais du Tim Hortons. Nous, le Tim Hortons ici est plus ouvert de nuit depuis un bon bout de temps. Oui, ça c'était devenu un acquis. Steve, si tu peux t'approcher un peu de ton micro, on va peut-être t'entendre un petit peu plus. OK, je vais juste le tenir pour être sûr. Ah, génial, génial. Donc, oui, ça c'est une étape fermée de nuit ou seulement le service au volant ouvert de nuit. Mais là, on n'est même plus là. C'est fermé en plein quart de semaine et ouvert seulement 2 jours semaine à Sherbrooke. Au niveau des étudiants, tu le disais tantôt, bon, moi, ça fait 20 ans que je suis au Carrefour. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé ici, notre clientèle était, au niveau des étudiants à ce moment-là, était beaucoup les secondaires 5, les gens qui avaient leur secondaire 5 ou qui étaient en train de le compléter. Et les autres étaient une minorité. Secondaire 3, pratiquement pas. Secondaire 4, on en voyait quelques-uns durant l'année. Maintenant, secondaire 5, oublie ça, ils travaillent à peu près tous. Secondaire 4 aussi. Moi, j'ai fait une sortie un petit peu l'an passé parce qu'à un moment donné, là, c'est rendu dans notre région, les employeurs doivent se tourner vers les jeunes de 13 et de 14 ans s'ils veulent avoir des employés, particulièrement durant l'été, mais aussi à temps partiel durant l'année. On en est là. Oui, et là, je vois que Nancy, son visage s'est déformé de douleur. Pratiquement. Moi, je vois je connais un jeune de 14 ans qui est boss boy dans un restaurant, l'équivalent d'une cage au sport, en fait. Là, bon, il adore ça. Je pense qu'on ne lui donne pas des heures trop longues. Mais bon, moi, je viens d'une famille de commerçants. À 14 ans, je faisais 47 heures semaine, mais c'était une infime minorité. Maintenant, c'est drôle aussi que tu dises ça parce que il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais il y a 20 ans, quand tu es entré au Carrefour Jeunesse, des restaurants 24 heures, là,
il n'y en avait pas bien, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, multiplie tous les restos de bouffe rapide qui sont 24 heures, ça ajoute des quarts de travail, des commerces ouverts le dimanche. Maintenant, c'est devenu la norme, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça ouvre des plages horaires, c'est un peu ça. Nancy, est-ce que tu entends parler de ce genre de choses-là aussi, du côté de ce type de commerce-là? Oui, bien nous, on n'est pas beaucoup au niveau commercial. On intervient un petit peu plus au niveau des entreprises manufacturières, services professionnels, mais c'est un petit peu la même chose quand même qu'on peut voir dans le secteur manufacturier, c'est-à-dire le recrutement d'étudiants devient excessivement difficile. Et là, actuellement, ce qu'on voit là, depuis quelques semaines, justement, les entreprises ont perdu leurs étudiants parce que là, c'était le retour aux études. Donc là, ils viennent de perdre une main-d'œuvre précieuse qui leur a permis de sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais tu as raison, je pense que l'offre de services auprès des gens a évolué. Donc, le marché du travail a évolué, a accentué les besoins en main-d'œuvre sur différents corps de travail, comme tu l'as mentionné tantôt, peut-être qui n'existaient pas auparavant. Oui. Tu sais, quand je vous ai entendu dire qu'on recherche la main-d'œuvre de 12-13 ans, j'ai fait une grimace parce que c'est comme mon cœur de mère qui s'est dit « Ah, mon Dieu! Ouais. » Jeune, puis moi, je l'ai vécu chez nous. Mon plus vieux, qui n'avait pas un attrait particulier pour les études, ni une facilité non plus pour les études. Donc, lui, à un moment donné, il a eu un emploi étudiant qui l'a vraiment, vraiment stimulé. Et là, il ne voulait plus arrêter de travailler. Là, lui, il voulait plutôt arrêter l'école pour poursuivre ce travail-là. Oh oui, oui. Alors là, on parle de 14-15 ans, s'ils travaillent 20, 25, 30 heures semaine, ils sont riches, là. Oui. Dans leur tête, ils sont riches. Exactement. Totalement. Tu as tellement raison. Et ça, je l'ai vécu. Moi, j'en ai un qui a 19 ans. Bon, l'école a arrêté. Mi-mars, lui, il étudiait pour un diplôme d'études professionnelles. Il travaillait déjà à la fromagerie à Lac-Mégantic. Là, il est passé à 40 heures parce que l'agroalimentaire, ça fonctionnait. On avait juste ça à faire manger. Là. Ça marchait. Alors, finalement, moi, ma crainte aussi de père, c'était OK, est-ce que c'est ça que tu veux faire toute ta vie? Si oui, pas de problème. Moi, être heureux dans la vie, je place ça assez haut dans l'échelle des valeurs. Mais si c'est pas ça, la tentation quand tu es à presque 20 de l'heure, parce que tu as des primes de nuit, tu as des primes de week-end, et là, ça finit que tu as 19 ans, tu touches, je ne sais pas, 700-800 par semaine, brut, commence à être intéressant. Alors, est-ce que tu vas être encouragé à retourner à l'école, Steve? Est-ce que tu vois ça dans ta clientèle présentement, là, chez les... Ben, toi, tu desserres 16-35 ans, mais mettons 16-19, 16-20? Oui. Puis c'est là où je dis où il faut travailler avec les jeunes. Puis ils n'ont pas toujours été habitués à faire un budget. Ils ne connaissent pas nécessairement ce que c'est. Tu sais, quand si moi je reste chez papa et maman, puis que j'ai pratiquement rien à payer, puis qu'ils rentrent 400 pièces, 350, 400, 500 pièces dans mes poches par semaine, écoute, moi, la vie, il n'y en a plus de problème, là. Mais je ne suis pas capable de me projeter. Les jeunes, aujourd'hui, ont de la difficulté à se projeter et à dire, OK, dans 3 ans, dans 5 ans, je vais m'en aller rester en appartement, je vais vouloir une voiture, je vais vouloir une famille, et là, ça va coûter quoi? Oui, puis lorsque tu auras ça, tu n'as plus le choix d'arrêter de travailler parce que là, tu deviens esclave de tout ça. Ouais. Je le sais, nos parents nous le disaient, on les écoutait pas plus, là, peut-être, là, mais on voulait s'en aller en appart, on voulait être indépendant. Aujourd'hui, je me retrouve à tenir ce discours-là, bon, j'en avais rien à cirer dans ce temps-là, mais il y a quand même, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, en fait. Et là, c'est là que je vais enchaîner avec les perspectives d'avenir. Parce que présentement, là, il y a des gens qui regardent la situation. On n'entend que de mauvaises nouvelles, mais chez Malo, on aime ça parler de bonnes nouvelles. On parle de fermeture d'entreprises qui ne réouvriront plus nécessairement. Mais paradoxalement, il y a encore des secteurs d'activité qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Nancy, je t'ai demandé de faire un petit peu une recherche pour nous là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour un jeune, ou pas juste pour un jeune, quelqu'un qui s'est remis en question pendant la pandémie, parce que ça a donné ça aussi, beaucoup de remises en question. On avait du temps pour réfléchir à notre avenir, qui n'aimait pas nécessairement ce qu'il faisait dans la vie, qui veut se réorienter. Vers où on peut se diriger, qui peut être intéressant, où il y a de bonnes perspectives d'avenir?
Moi, je te dirais en commençant, Jannick, la bonne nouvelle, là, c'est qu'il y a des besoins à différents niveaux et qu'on parle de formation au DEP, qu'on parle de formation au DEC ou qu'on parle de formation universitaire. Ah, Obligé de faire un post-doctorat pour être heureux dans la vie puis bien gagner sa vie. On peut avoir un DEP et très, très bien gagner sa vie, voire même mieux que des études supérieures, tout en faisant ce qu'on aime. Donc, il y a vraiment un large inventaire. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, Jannick, avant que j'enchaîne? ben, je veux te remercier de le dire parce que moi, je viens d'une génération où si tu n'allais pas à l'université, c'était rien, c'était ridicule. C'était d'un ridicule profond. Alors que j'ai un cousin qui est bricoleur, puis ceux qui allaient étudier pour être bricoleur au diplôme d'études professionnelles, des fois, on disait que c'était des orthos. J'aimerais ça être un ortho-bricoleur à ce salaire-là. Moi, je veux juste te dire parce qu'il a une pas mal plus grosse maison que moi, puis en tout cas, il a l'air très heureux dans ce qu'il fait. Alors, être heureux, moi, j'ai toujours dit à mes enfants, moi, je mets ça très élevé dans l'échelle salariale, être heureux, parce que tu peux gagner un très gros salaire, être malheureux dans ce que tu fais, te décrocher un diplôme universitaire, et là, tu achètes le bonheur chez Walmart les fins de semaine pour oublier ta job que tu n'aimes pas, ben, tu n'as pas plus d'argent que celui qui a fait un DEP. Alors, fin de la parenthèse, mais je suis content que tu entend le même discours, Jannick, aujourd'hui, hein? Pardon? Au niveau du secteur professionnel, les DEP, les diplômes d'études professionnelles, c'était comme ça il y a 40 ans et on entend toujours le même discours encore aujourd'hui. C'est un milieu qui est négligé. On travaille dessus depuis des années et c'est toujours le même discours. Mais pourquoi on dit c'est des énormités comme ça alors qu'on a besoin de frigoristes, on a besoin de mécaniciens? Mon fils étudiait pour être mécanicien en mécanique automobile. Je jubilais pour une fois quand un de mes enfants qui va être habile de ses mains, ce qui n'est pas mon cas, s'il voulait. Puis là, il s'est rendu compte que c'est pas nécessairement là où il voulait aller, mais l'orienteur lui a dit toi, s'il faut que tu sois en dehors, peut-être que charpentier. Puis j'ai dit, bravo, là, dans le secteur de la construction. Mais j'en reviens pas qu'on tienne encore ce discours-là. Je pensais que c'était fini, ce discours-là, de dire un DEP, c'est pas bon. C'est très bon si c'est ce que tu veux faire dans la vie, là. Nancy, justement, quelles sont les opportunités vers où on peut se diriger en disant, il y a de l'avenir là-dedans, je ne serai pas sur le chômage? Bien, commençons par des DEP. Premier DEP, opérateur de machinerie lourde, mécanique d'engin de chantier. Si on veut parler d'argent puis parler d'avenir, je donne un exemple concret. Mon plus vieux, justement, moi, c'était une façon, ça aurait pu être un décrocheur. Ma bonne façon de le garder accroché, c'est de dire, tu vas faire un DEP. Tu sais, à mon sens, au secondaire 5, c'est pas suffisant. Tu vas faire un DEP dans la vie. Puis il est tombé dans un DEP qui était dehors avec des moteurs. Opérateur d'engin de chantier, travaille dans le Nord maintenant. Si tu ne fais pas de temps supplémentaire, tu gagnes 100 000. Et si tu es prêt à faire du temps supplémentaire dans le Nord du Québec comme opérateur de machinerie lourde, tu vas te sortir un salaire de 150 000 par année. Hey, 150 000, c'est quand même des sous. Moi, au-delà du salaire, mais mettons qu'on parle d'argent. Tu es un jeune, tu sors du DEP, quelques années à la baie James, quelques années dans le Nord, tu reviens, je te dis, tu n'as pas un gros paiement de maison, tu n'as pas un gros paiement hypothécaire, puis ça peut être intéressant, tu sais, c'est une espèce de dépaysement. Alors là, ce que j'entends, c'est que nos opérateurs de machinerie lourde, nos mécaniciens, il y en a qui partent à la retraite pas mal, il y a de la place là, pour des gens. Oui, tout à fait. Machiniste, soudeur, là je parle de DEP-DEC, électromécanicien en demande également, chauffeur de camion des classes 1, des classes 3, très en demande. Oui, et ça, ils ont été bon, Nancy a figé. Nos camionneurs ont été quand même assez vénérés. Je t'ai perdu un peu, Nancy. Je mentionnais, tu parlais des camionneurs. Au moins, on a redonné des lettres de noblesse à nos camionneurs pendant la pandémie parce que le transport, on en avait besoin et drôlement là, pour s'assurer d'avoir quelque chose sur la table. Alors ça, les compagnies de camionnage cherchent encore. Ça n'a pas changé, là. Oui. Puis, leurs conditions ont évolué beaucoup dans l'industrie du camionnage. Avant, ils payaient au 1000. Maintenant, on a des clients qui vont payer à l'heure, qui vont permettre à leurs chauffeurs de choisir. Est-ce qu'ils veulent faire du court distance, revenir, dormir chez eux, être en mesure d'aller assister au match de soccer, au match de hockey de leurs enfants? Ah oui.
Il y en a qui préfèrent faire du longue distance, donc aller vers les États-Unis, par exemple. Donc, il va y avoir une belle flexibilité maintenant dans les compagnies de transport parce qu'eux aussi se sont mis à la page, évidemment, pour être en mesure d'attirer de la main-d'œuvre. Tout ce qui concerne les carrossiers, des bosseleurs, ça fait partie d'une rareté de main-d'œuvre. Et donc, les gens qui ont un petit côté artistique, qui ont un souci du détail, mais en même temps qui sont dans leur tête, qui n'aiment pas l'aspect social, bien ça, carrossier, des bosseleurs, ça peut être un bon milieu pour ces gens-là. En même temps, quand on a un attrait pour ce qui est un petit peu mécanique, ils ne vont pas faire de la mécanique, mais vont être en contact avec des véhicules automobiles, donc qui apprécient l'ambiance des garages, tout ça. Ça peut être intéressant aussi, une rareté de ce côté-là. Tout ce qui peut concerner le marketing, le web également, donc tout ce qui concerne le graphisme aussi. Et là, ça m'amène à parler également de l'informatique, parce qu'on ne se le cachera pas, on va s'orienter de plus en plus vers l'industrie 4.0. On parle de gestion intégrée des organisations. Avec la COVID, on a vu plusieurs entreprises faire un virage, se dépêcher à aller sur le web, faire du commerce en ligne. Bien évidemment, ça prend des programmeurs, analystes, ça prend des gens qui sont dans le secteur des TI et ça prend du marketing et du graphisme également pour concevoir des sites Internet. Donc, ça, c'est des professions qui sont aussi en demande. Dans les entreprises manufacturières, au niveau des decks et au niveau des bacs, bien, tout ce qui concerne le génie industriel, ça peut être la mécanique également là, sur le plan manufacturier, donc mécanique industrielle. Ça peut être des secteurs en demande aussi. Je fais un petit retour en arrière au niveau des DEP grutiers. Donc, il ne faut pas oublier le secteur de la construction aussi. Besoin également, donc génie civil, donc encore là, des opérateurs de machinerie sur le plan génie civil. Puis, on ne se le cachera pas, mais la main-d'œuvre opérationnelle, donc que ce soit opérateur de machinerie industrielle dans les entreprises, des magasiniers, des personnes pour s'occuper de la réception, expédition des produits finis, aussi aux réceptions des marchandises. On peut faire une belle carrière dans une organisation avec un secondaire 5, des cours complémentaires ou bien un DEP également qui va nous permettre de travailler en usine parce que les entreprises manufacturières ont besoin de main-d'œuvre. Donc, je ne sais pas si ça donne quand même... Oui, ça me donne une idée. Jannick. Est-ce qu'on t'a parlé, je lisais dans un cahier spécial du Journal de Montréal il y a quelques semaines, on parlait beaucoup de professions reliées au domaine maritime. Et là aussi, il y a des emplois payants, commandant d'un bateau, transport de marchandises. Oui. Mon Dieu, j'étais fasciné par ce milieu-là parce que je pensais pas, tu sais, on y pense pas parce qu'on n'est pas dedans, mais il semble y avoir une grande demande pour ça. On a des besoins dans le secteur du transport maritime. Et puis, on a un client qui est dans le secteur de la construction, mais qui a eu besoin d'une barge pour faire le transport, parce qu'eux sont dans le Grand Nord du Québec. Oui. Et on a travaillé la structure salariale. Je peux vous dire que capitaine de bateau, tout ce qui est soudeur scaphandrier pour réparer les bateaux, donc sous l'eau, sérieux, il y a des belles opportunités, des belles conditions de travail aussi. Une main-d'œuvre qui est assez rare, tu sais. Oui. Je ne sais pas ce que ça prend comme diplôme, mais il y a tellement de possibilités. Et ça s'adresse à une main-d'œuvre qui veut être dehors, qui veut être dans l'action, qui ne colle pas dans un bureau. Là, mais heureusement, on n'a pas que ça. On n'a pas besoin que ça. Tu parlais également dans le domaine industriel. Il y a tout un débat à un moment donné. Moi, j'ai des clients qui ont installé des robots. Là. On parle du 4.0 parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre avant mars. Il faut toujours bien quelqu'un pour les entretenir, les réparer, les opérer. Alors, il y a un déplacement de main-d'œuvre à ce moment-là. Non seulement on ne coupe pas d'emploi, mais on déplace une main-d'œuvre. C'est ça. Il y a beaucoup d'emplois qui vont passer de postes manuels ou mécaniques à des postes plus informatiques où ça va nécessiter également de la programmation, justement, parce qu'on va avoir une technologie qui va contribuer à la fabrication des produits avec évidemment moins d'humains.
Donc, c'est sûr que les connaissances technologiques, la maîtrise de l'informatique, de certaines plateformes, être en mesure de travailler avec un iPad aussi, on le voit, c'est pas juste les ingénieurs qui vont travailler avec ces outils-là, mais même des employés de production doivent avoir une facilité à travailler avec ces outils-là. Heureusement, les nouvelles générations sont nées presque avec... Oui, vraiment. Avec ces outils-là, mais tu as raison, ça va être des formations, des compétences complètement différentes. Puis je pense que M. Proulx, justement, en lien avec le travail qu'il accomplit, est certainement en mesure d'en parler aussi, de compléter cette question-là, Janine. Bien, justement, Steve, là, des jeunes se présentent chez vous, les 16-35. Parfois, certains se cherchent, d'autres, ont essayé des choses sur le marché du travail, se réorientent. Qu'est-ce qu'il y a comme outil? Est-ce que c'est possible de dire, je veux voir plus clair, je veux être capable de, tu sais, il y a tellement de possibilités. J'ai rencontré un jeune, la mère, une de mes clientes m'a envoyé son jeune en disant, il veut être en communication, il ne sait pas trop. Et là, quand je l'ai reçu, il y avait plein de possibilités et on a une génération qui a tellement de possibilités que parfois, à un moment donné, c'est comme être devant un étalage de pâte dentifrice, il y en a 60 sortes, on ne sait pas quoi prendre. Il y a trop d'opportunités, alors que la génération X, peux-tu dire qu'on n'avait pas tant que ça? On se faisait dire c'est contingenté partout, il n'y a pas de job là-dedans, ça ne sera pas payant. Steve, comment vous les accueillez, ces jeunes-là? Ben écoute, moi je dis souvent trop, c'est comme passé. Oui, c'est vrai. Puis ce qu'on découvre, et là où ce qu'on a allé beaucoup, nous vers où on va aller travailler, c'est au niveau de la sensibilisation de l'information avant que les jeunes arrivent dans nos bureaux, même alors qu'ils sont déjà encore dans les écoles ou, qui sont sur le bord peut-être de décrocher parce que ça ne les intéresse plus. Mais ce qu'on constate, c'est que les premières personnes qui vont influencer, la première source d'information des jeunes qui font leur choix de carrière au niveau secondaire, c'est la famille, c'est souvent les parents. Oui. Et les parents ne sont pas bien informés. Donc, les parents sont restés accrochés aux métiers traditionnels classiques. Donc, ce qu'ils ont à donner comme information, ce qui va vers où ils vont diriger leurs enfants, c'est vraiment ces métiers-là. Mais donc nous, c'est beaucoup de leur faire découvrir des choses. OK. De leur faire voir plus loin. On parlait tantôt d'automatisation. Écoute, il y a beaucoup de choses dans l'avenir. L'automatisation dans les usines, mais à bien des égards. Les voitures sont de plus en plus électroniques. Oui. Ça prend quasiment un cours de génie électrique pour réparer une voiture. Donc, tu sais, il y a plein d'aspects de ce côté-là où on va aller de plus en plus vers, des transformations. Puis, il faut informer les jeunes, mais il faut beaucoup aussi aller informer les parents des possibilités, ce qui manque aujourd'hui. Bon, je te donne un exemple. Papa a un bureau de comptable depuis toujours. Fiston sort du secondaire et lui, il veut faire un DEP pour être machiniste. Et là, le père dit, voyons, tu ne gagneras jamais ta vie là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Et là, on assiste à des comptables de père en fils, mais il y en a un joyeux paquet qui n'aime pas nécessairement ça, cette job-là. Mais ouais, mais mon père a un bureau, je suis allé travailler là. Ça existe encore aujourd'hui. Ah oui, oui. Je te donner un exemple là-dessus, Jannick. Là. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'ai un atelier monté, bâti dans mon ordinateur pour m'adresser aux parents sur l'impact que ces gens-là ont sur le choix de carrière et sur la persévérance scolaire de leurs enfants. OK? Oh, oui. Incluant justement l'impact de, tu sais, la phrase que tu viens de dire, non, tu n'iras pas là-dedans, voyons, c'est pas payant. Puis tu vois, tout de suite, tu as fait la référence à un métier professionnel dont on parlait tantôt, les DEP qui sont encore banalisés puis sous-valorisés. Oui. C'est encore comme ça. Et à chaque fois que j'ai essayé, que j'ai approché des écoles, j'ai même travaillé dans une école où on essayait d'amener des parents pour l'atelier, je me fais toujours dire bonne chance. Ah, je trouve ça, parce que ça peut être désastreux. Je vous le dis, les parents, si vous êtes pour interférer dans ce que vos enfants veulent faire, mêlez-vous donc de vos maudites affaires. Si vous n'êtes pas capable... Non, mais je trouve ça, parce que moi, j'ai vu des histoires d'horreur. J'ai une amie de mon âge qui est une artiste, mais ses parents lui ont dit, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Va à la technique administrative. Je veux bien, mais elle haïssait ça. Elle a fait une dépression. Puis finalement, elle s'est ramassée
graphiste, elle a gagné des prix parce que c'était ça sa place. C'était ça sa place. Mais ça a pris vraiment un burn-out pour réussir à se couper un peu de l'opinion des parents. Je trouve ça épouvantable. C'est comme si, comme parents, on choisissait les conjoints et conjointes de nos enfants. Ça n'a pas plus de bon sens que d'interférer. Je comprends qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais parfois, en voulant les aider, on leur nuit considérablement. Puis, tu sais, je ne pensais pas qu'on était encore là. Alors, il n'y a pas un gros taux de participation quand vous essayez de sensibiliser les parents. Les parents sont de moins en moins présents juste à aller chercher les bulletins de leurs enfants à l'école. Ouais. Ils sont de moins en moins présents. Tu sais, c'est pour ça, oui, il y a un travail énorme à faire de ce côté-là. Tu sais, je te dis, nous, notre mandat, c'est de travailler avec les jeunes, mais de plus en plus, on doit essayer de rejoindre les parents pour être capable de les informer, pas de les chicaner, mais il y a vraiment une confrontation de valeurs. Parce que, tu sais, chez les baby boomers, dans le temps, il y avait de l'emploi, c'était payant, tu y allais. Tu ne t'interrogeais pas à savoir est-ce que je vais aimer ça ou non. C'était ça va-tu être payant? Oui, et l'autre chose, c'est que tu pouvais rester au même emploi pendant 40 ans. Ça n'existera plus, ça. Je ne sais pas, Nancy, est-ce que vous voyez ça encore, une montre en or après 40 ans? On va changer combien de fois de job dans notre vie maintenant? Ben, c'est ça. Bien, il y a deux affaires là-dedans. C'est qu'il n'y a pas une entreprise qui peut promettre à un employé d'avoir de la job pour cette personne-là pendant 40 ans. Première chose, tu sais, quand on parle de permanence, oui, on voit ça dans les milieux syndiqués, mais ce n'est pas un discours que j'encourage chez nos clients qui ne sont pas dans des milieux syndiqués en leur disant, mais quand tu parles de permanence, qu'est-ce qui dit que tu vas être en mesure de soutenir tout ça? Puis, deuxièmement, dans les plus jeunes générations, ils valorisent beaucoup le changement d'emploi parce qu'au sens de ces gens-là, c'est que d'un emploi à l'autre, ils viennent toujours mettre du contenu dans leur baluchon de compétences. Donc, ils développent leurs compétences d'un endroit à l'autre. Puis, en même temps, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, ils améliorent leur rémunération beaucoup plus rapidement en changeant d'emploi qu'en demeurant dans une même organisation avec des augmentations salariales de l'ordre de 2 à 3 %. Alors que dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, on voit des gens qui se présentent à nous et on leur demande bon, quelles sont tes attentes salariales. Ils vont nous dire un chiffre. Là, je leur dis OK, est-ce que c'est ce que tu gagnes actuellement? Non, pas vraiment. Donc, ils rajoutent 5 000, 6 000. Rendu en deuxième entrevue, 10 000, parce que là, ils savent qu'ils deviennent encore plus précieux. Donc, il y a tout un système en arrière qui fait que je pense que ça fait partie de leur ADN, de leurs valeurs, mais le contexte du travail font qu'ils ne vont pas nécessairement, qu'ils vont se promener d'une opportunité, d'une entreprise à l'autre. Ça a quand même changé parce que moi, mes parents disaient là, on ne va pas demander un salaire. Quand ils te demandent le salaire, celui qui vous conviendra. Et c'était un peu selon votre convention. Et je me rappelle de ça. Ma mère me disait, va donc faire une semaine bénévolement pour leur montrer ce que tu sais faire. On est vraiment sur une autre planète aujourd'hui. C'est ça. Le jeune négocie ses conditions en arrivant maintenant. Ouais, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? Est-ce que je peux avoir ça? Moi, j'ai eu ce choc-là à un moment donné parce que, bon, je donne la formation, l'art de prendre la parole en public. L'école que je dirige existe depuis 38 ans. Et moi, quand j'ai acheté en 2009, les gens d'affaires s'inscrivaient et ils me disaient, moi, je veux apprendre à mieux parler pour mieux me vendre, pour aller chercher des clients. Ça, c'était en 2009. Depuis 5-6 ans, ils s'inscrivent encore en me disant « Moi, je veux mieux me vendre pour aller chercher des employés. Ils n'en veulent plus de clients parce qu'ils étaient obligés d'en refuser. » Et ça, c'est un discours que je n'entendais pas il y a 5-6 ans, mais là, j'ai commencé à entendre ça. Les gens disent hey, « Moi, là, c'est l'employé qui me fait passer une entrevue. C'est plus moi qui fais passer une entrevue à l'employé. » Et j'ai vu ça dans le domaine industriel, dans le commercial. J'ai vu ça dans tous les domaines en disant « L'employé me demande ce que je peux faire pour lui. » Et là, il y a une génération de dirigeants d'entreprise qui n'étaient pas du tout habitués à ça. J'imagine que Nancy, tu interviens beaucoup auprès des employeurs pour essayer de les rendre un peu sexy. On dit habiller la mariée, là, pour essayer de la rendre attrayante. Hey, on devrait travailler ensemble, Jannick, parce que, oui, c'est sûr que c'est important pour les employeurs de bien parler, mais il ne faut pas que ce soit juste un beau contenant. Hein. Le contenu doit être pertinent aussi. Alors, c'est sûr que
ce qu'on dit à certaines organisations, tu sais, quand on est sollicité pour faire des processus de recrutement, puis là, ils nous disent qu'ils veulent le kingpin, l'étoile du match, ils ont tous des beaux qualificatifs pour aller chercher les meilleurs candidats. Et souvent, je vais leur demander, OK, mais vous, dans la région, sur le plan local, régional ou dans votre secteur d'activité, est-ce que vous êtes l'étoile du match aussi? Est-ce que vous êtes la meilleure organisation? Pas tout le temps. Si on va aller chercher les meilleurs, bien, il faut aussi être un meilleur. Donc, c'est ça. On aide effectivement. Il y a des belles entreprises qui ne sont pas connues. Donc, elles ont un travail de marketing RH. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est là que j'intervenais. C'est souvent, je voyais des gens qui faisaient des choses extraordinaires, mais je disais, c'est clair, vous êtes le seul à le savoir. Ils ne voulaient pas passer d'entrevue à la radio. Ce qu'on est en train de faire là, ils ne voulaient pas faire ça. Je dis, bien, un jour, il faudrait, parce que là, vous venez de mettre 500 000 dans une cafétéria pour que les employés soient bien. Pourquoi vous n'en parlez pas? Tu sais, ça n'avait aucun plus-value sur leur rentabilité. C'était juste pour que les employés soient bien. Mais là, il y avait une peur de parler en public, peur de propager la bonne nouvelle, parce que ça, c'est pas courant, là, ce que vous venez de faire là. C'est vraiment pas... Steve, dans la MRC de Quaticook, tout se sait rapidement parce que c'est une petite localité. Les bons employeurs versus les pas bons, j'imagine que ça se sait assez rapidement. Là. Va pas travailler là, donne pas ton nom là. Ou... Ah oui, oui, non. Ça, c'est clair que, tu sais, je veux dire, on fait rapidement le tour. Nous, on travaille un peu avec les employeurs, mais beaucoup plus avec les chercheurs d'emploi. Juste en jasant avec la clientèle, on le sait rapidement. Okay. Tu sais, moi, je dis toujours, il y en a un qui t'en parle, c'est une chose. Mais quand ça fait 10 qui t'en parlent, là, c'est une autre chose. Oui. Fait que, puis, bon, tu sais, je suis là depuis 20 ans. Fait que, tu sais, il y a des entreprises qu'on entend parler à répétition depuis 20 ans, en bien et d'autres en mal. Donc, on le sait, mais oui, tu sais, l'information fait le tour rapidement. Mais, tu sais, tu fais référence aux employeurs maintenant qui doivent se vendre et convaincre les employés ou les chercheurs d'emploi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que en termes de connaissance de soi, tu sais, bon, moi, si j'ai fait ma place, entre autres, dans la vie, c'est parce que ça a toujours été une force de me vendre en entrevue. Et ça, on a tellement de difficultés aujourd'hui. Les jeunes ne se connaissent pas et ils n'ont plus besoin de se vendre en entrevue parce que tout le monde les cherche. Ouais. Donc, on met pas l'accent sur vraiment qui il est. On va aller voir rapidement ses compétences. Tu fais l'affaire, OK, oui, vite, je t'engage parce que si je ne t'engage pas là, je vais te perdre puis un autre va t'engager. Je trouve ça dommage parce qu'en même temps, quand tu ne regardes pas la personnalité, moi, j'ai toujours, quand j'ai embauché sur Carrefour, puis j'ai une équipe stable, je n'ai pas eu tant d'embauche que ça à faire, mais je dis souvent, des compétences, ça s'apprend. Une personnalité, ça ne s'apprend pas. Non, ça c'est moi, j'embauche une personnalité. Et là... Si j'ai du technique à te donner, je vais te le donner. Ça ne m'inquiète pas. Si tu n'as pas la bonne personnalité, je suis dans le trou. Effectivement. Nancy... On voit des employeurs, justement, qui embauchent rapidement parce qu'il manque de monde. Donc, là, un peu plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes à l'interne parce que, justement, ils n'ont pas assez regardé la personnalité. Effectivement. Nancy, le sentiment d'urgence des entreprises, est-ce que ça fait commettre des erreurs? J'imagine que quand on fait affaire avec une entreprise comme la tienne, c'est parce que là, on a déjà fait des erreurs dans le passé et on ne veut pas les répéter pour ce qui est de l'embauche. Oui, puis M. Proulx vient de le mentionner. Effectivement, vouloir embaucher à la hâte, peut-être négliger des fois de réfléchir sur la conception du poste, bien penser aux responsabilités qui vont devoir être assumées et donc au profil qui est recherché. Alors, des fois, on va vite, on y va par système de référencement, on pose des questions sur le savoir-faire et on ne va pas très loin au niveau des valeurs. Le savoir-être. C'est ça, au niveau du savoir-être. Puis tantôt, M. Proulx, vous avez dit, moi, j'embauche sur le savoir-être. OK, mais justement, les congédiements se font sur le savoir-être aussi. Donc, c'est vraiment un élément qui est à explorer en entrevue. Poser des questions à développement. Pas des questions qui se répondent par oui ou par non. Des mises en situation concrètes aussi pour voir comment la personne pourrait se débrouiller concrètement dans une situation qui n'est pas fictive et qui ne pourra jamais arriver dans l'entreprise. Au contraire, là, quelque chose qui est possible d'arriver dans l'organisation, ça peut être intéressant. Puis, un complément d'information qui peut être intéressant aussi, j'imagine que vous les utilisez, M. Proulx, mais c'est des tests de personnalité. Nous, on utilise petits tests de personnalité, MPO, tests sur les talents.
Test qu'on remet également aux candidats. Fait que quand c'est des plus jeunes candidatures, bien, ça peut être intéressant parce que ça va les aider à se connaître aussi. Oui. Voir où se situe leur force, où pourraient se situer des éléments qui pourraient être améliorés un petit peu. Alors ça peut être des outils complémentaires justement au processus de recrutement pour ne pas aller trop vite. Puis quand tu parlais tantôt, Jannick, tu me demandes est-ce qu'il y a des erreurs qui sont commises? Bien, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, quand il y a certaines entreprises actuellement qui se rendent compte de comportements qui ne sont pas nécessairement appropriés dans les organisations, comportements d'incivilité, absentéisme non justifié. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Bien, ils ferment les yeux, puis là, bien, ils nous appellent, puis ils nous disent, bien là, je ne suis pas pour donner de mesures disciplinaires, je ne suis pas pour y parler puis lui dire ce qui ne convient pas, parce que là, ça va le fâcher, il va s'en aller, puis là, je vais être obligée d'en recruter un autre. Non, mais ce qui arrive dans ce temps-là, quand on n'encadre pas bien les employés, quand on laisse aller, moi, je dis toujours, quand on laisse aller, bien, c'est la phrase « qui ne dit mot consent ». Donc, si on a dit mot et on consent, mais ça veut dire que ça peut être accepté. Et là, bien, les limites peuvent être testées. Et là, tout le monde voit ça, là. Tous les autres employés sont témoins. Ça. Les bons employés voient ça, et là, les bons employés deviennent démotivés. Et c'est les bons employés qu'on peut perdre dans ce temps-là, et on va se ramasser avec des mauvais employés. Donc là, on ne sera pas dans une situation de performance, pas du tout, là. Oui, On a des employeurs qui ont réagi par rapport à ça durant la pandémie, leur a fait prendre conscience de ça. On a beaucoup d'employeurs, bien, tu sais, je ne sais pas au niveau du changement, là, mais il y a beaucoup d'employeurs qui, justement, la pénurie, à cause de la pénurie, embauchaient pas le meilleur ou le bon employé, embauchaient le moins pire de la gang. Et là, durant la pandémie, ils ont mis des gens à pied. Il y en a qui en ont profité pour dire à des personnes, bien, tu vas aller sur la PCU. Et ils se sont rendus compte qu'avec 70-75% du personnel qu'il y avait précédemment, la job se pandémie, faisait. Ils produisaient autant. Oui, j'ai entendu ça. J'ai quelqu'un qui ne veut pas venir me le dire en direct, évidemment, mais ça a été tout un choc de voir qu'ils produisaient exactement la même chose avec pas mal moins d'employés. Et là, ils ont réalisé qu'ils traînaient du bois mort. Puis je ne parle pas de personnes âgées, là. Je parle de employés de tous âges, là, effectivement. Oui. Alors, on a eu ces témoignages-là aussi, effectivement. Puis ce que ça a fait, c'est qu'il y a comme une élimination naturelle peut-être des employés moins engagés qui sont sortis et peut-être certains employeurs qui ont orienté vers la sortie. Donc, les meilleurs sont demeurés dans les organisations. Et là, tout le monde s'est serré les coudes pour trouver des stratégies pour améliorer la performance. Et là, les meilleures personnes ont dit à leur employeur, « Hey, patron, on est 20 de moins, 30 de moins, ça va super bien. On n'est pas obligé de rappeler... ceux qui sont partis, on n'est pas obligé de les rappeler là, parce qu'on est capable de fonctionner à la gang. » Donc, des stratégies de mobilisation des employés qui ont encouragé tout le monde à mettre la main à la pâte, qui a rendu les entreprises performantes. Moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises chez nos clients, puis pas juste en Estrie, Chaudière-Appalaches, Montréal. Et ça, Nancy, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut revoir l'échelle salariale. Si tu en as 20 mois à payer, c'est des salaires, c'est beaucoup de salaires de mois, mais ceux qui ont performé vont être récompensés à ce moment-là. Tout à fait. Puis justement, ça fait partie des appels qu'on a eus d'employeurs qui ont dit « Hey, ceux qui sont restés et qui nous ont aidés, là, comment on fait pour les reconnaître? » Et c'est comme ça, c'est un petit peu comme je vous disais tantôt, il y a les structures salariales basées sur la durée du service continu ou l'ancienneté. Mais ça te limite. Tu ne peux pas reconnaître les meilleurs. Donc, de plus en plus, on a des clients qui orientent leur stratégie de rémunération vers la reconnaissance de la performance. Et donc, justement, avec la COVID, on est en mesure de reconnaître les personnes qui sont sorties de leur zone de confort, qui ont donné des idées, qui ont essayé d'améliorer les méthodes de travail, qui ont développé leurs compétences ou qui ont partagé leurs compétences à d'autres employés, qui ont fait gagner de la performance à leur employeur. Alors ça rend des employeurs très heureux qui sont en mesure de partager leur richesse, si vous voulez, avec les employés. Oui, mais très bon point, Jannick. Là, tu me parles d'un monde idéal dans une entreprise non syndiquée. Là. Tu sais, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Les gens connaissent mon aversion pour tout ce qui est syndiqué, là, mais et là, vraiment, il y a des possibilités parce que, tu sais, dans un milieu syndical, ce qui détermine si tu es bon, c'est ton ancienneté, là. Oui, mais tu sais, il y a des régimes comme, il y a des stratégies comme des régimes de partage des profits.
même si on est dans une entreprise syndiquée, un employeur peut dire « Hey, à travers la COVID, on a réussi à faire des sous. Bien, il y a un certain pourcentage que je vais redistribuer auprès de mes employés pour les reconnaître. » Donc, oui, il peut y avoir des structures salariales en milieu non syndiqué, mais il y a moyen de reconnaître des employés qui sont syndiqués. Puis, tu sais, je vais donner des exemples de wow là, qu'on a entendus dans les entreprises syndiquées ou non syndiquées, justement, dans le contexte de la COVID. On a, je pense que je peux les nommer, mais une entreprise, je sais qu'elle a une certaine taille, mais quand même, l'entreprise Congébec, qui est située à Québec, a utilisé les gâteaux de la pâtisserie Michaud pour reconnaître leurs employés, envoyer ça dans les familles à travers le Québec. C'est une entreprise qui est quand même pan-canadienne. Mais c'est aussi une marque de reconnaissance d'une entreprise syndiquée. Ils ont décidé d'offrir des gâteries à l'ensemble de leurs employés. Puis comme tu disais tantôt, on avait le temps dans le COVID de manger. Oui. C'est réconfortant en plus. Hein? Ça a apparu sur la ligne à un moment donné. Exact. On a des entreprises dans le secteur agroalimentaire qui ont donné de leurs produits à leurs employés en plus pour les aider puis pour faire connaître davantage leurs produits aussi. On a des clients qui ont des employés, donc qui sont plus dans le secteur des services en télétravail, qui, comme les gens travaillaient chez eux, il a fait très chaud cet été, hein, en période de COVID. Donc, un collègue, Cybercat, qui est situé à Québec, qui a acheté des airs climatisés à ses employés pour aider qui étaient en télétravail, qui n'en avaient pas, pour leur simplifier la vie. Donc, plein de belles stratégies comme ça qui ont été... Ça, c'est intéressant parce que c'est de reconnaître que l'employé, travaille chez eux, on veut quand même qu'il soit bien dans son milieu de travail. Alors, on amène l'air climatisé, on amène la clim chez l'employé. Hey, Nancy, tu parles de télétravail, puis je veux me retourner vers Steve, le temps file. Petite région, Quaticook, mais là, on assiste actuellement à un déplacement. On dirait que le tout Montréal s'en vient en Estrie, le prix des maisons explose. Est-ce que pour une MRC comme Quaticook, ça peut être intéressant de recevoir une main-d'œuvre qui dit hey, « moi, la grande ville, elle ne me tente plus vraiment. J'aimerais ça rester en région. J'aimerais ça profiter de la nature. Est-ce qu'il y a des opportunités chez vous pour ça? » Sais-tu quoi? On n'a plus de maison. Vous n'avez plus à Quaticook? On n'en a plus. Ça fait des années qu'on travaille sur le logement. OK? On le sait on avait une difficulté au niveau du logement pour les nouvelles personnes qui arrivaient de l'extérieur, pour même, un logement moyen, raisonnable, à des coûts raisonnables pour les gens, parce qu'on a quand même une MRC où le salaire moyen est relativement bas. Oui. Et je parlais avec le directeur de la MRC il n'y a pas longtemps, puis, je disais, au niveau des maisons, y a-tu de quoi faire? Il dit, écoute, la COVID a tout vendu. Ouais. Même au niveau des maisons, il y était une période où il y avait quand même un bon nombre de maisons disponibles dans la région à des coûts beaucoup moindres qu'à Montréal ou que dans les grandes villes. Ça a l'air que même là, durant la COVID, ici en ce moment, le marché s'est littéralement vendu, vidé. Fait qu'on va avoir un autre problème de ce côté-là. Et je pensais pas que ça avait gagné Quaticook parce qu'à Sherbrooke, là, c'est plus achetable. J'ai plein de clients qui sont courtiers, agents immobiliers, puis ils me disent écoute, on a 4 offres pour une maison. Puis là, je dis ça c'est un pitch de vente, mais c'est vrai actuellement. C'est vrai. C'est ça la situation. Nancy, tu fais oui de la tête parce que toi, tu desserres aussi. Tu desserres Thetford Mines, Mégantic, La Beauce. Est-ce que tu es témoin de ce genre de choses-là aussi? Bien, écoute, moi, j'habite au lac Saint-François. Oh. Et normalement, il y avait toujours 20-25 chalets ou maisons à vendre autour du lac. Puis juste je parle de Lambton, Saint-Romain, disons, et tout ça, c'est complet, là. Il n'y a plus de place autour du lac Saint-François. Peu importe les municipalités qu'on peut penser, là, même vers Thetford Mines, là, c'est complet. Les terrains, c'est fou. Il y a vraiment des gens, puis je ne sais pas aussi ce que vous avez vécu de votre côté, M. Proulx, mais tantôt tu mentionnais, Jannick, des gens qui viennent de la ville qui vont chercher un emploi en région, mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de télétravail. Donc, ce que j'ai vu, moi, autour du lac, c'est des gens qui viennent des villes, mais qui travaillent exclusivement en télétravail. Donc, ils gardent leur boulot ailleurs et qui viennent habiter en région. Mais là, au lac, l'Internet, ça dit quoi? Avez-vous l'Internet à pédale? J'avoue que ça va mieux que ce que ça a déjà été. Okay. Oui, les systèmes ont été mis
en place aussi. Puis, en tout cas, à Lambton, avec tel Lambton, les systèmes ont été boostés également parce que, imagine, là, chez nous, on est 2 entrepreneurs Oui. qui étaient en télétravail. Puis, on avait une qui était au cégep aussi, qui tirait l'énergie oui, parce qu'avec la formation à distance, c'est dur sur le Wi-Fi. Là, il y a 3 personnes dans la même maison qui tirent du jus. Alors, c'est difficile. Steve, je sais que ça demeure encore les nerfs de la guerre dans votre coin aussi, parce que je vois souvent la ministre Bibeau parader, non, mais qui fait de gros efforts pour essayer de brancher tout le monde là, à la haute vitesse. Bien, nous, le problème, c'est par secteur. C'est pas partout. C'est qu'on a des secteurs qui sont dans des vallons entre 2 montagnes. Et ça vient nuire justement à l'accessibilité. On a aussi, en milieu rural, on a certaines petites municipalités ou certains petits coins où il y a quelques résidents seulement qui sont là. Et les grosses compagnies comme, Bell et Vidéotron, pour ne pas les nommer, ils ne veulent pas se rendre là. Ils veulent pas amener le réseau là, parce que ce n'est pas payant pour eux autres. C'est vrai. Donc, il y a quelques années, on a posé des antennes, sur les clochers d'église pour essayer de donner l'accès ou pour booster le système, le rendre accessible au plus de gens possible. Effectivement. Mais oui, ça demeure. On a encore là, des projets qui se développent. On a des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Parce que là, il y a des promoteurs immobiliers. Il y a des promoteurs immobiliers dans le rural qui disaient on a un endroit bucolique à flanc de montagne, c'est beau, c'est pittoresque. Oui, mais là, l'Internet ne se rend pas. Alors, il faut sortir de l'argent parce que ça devient une condition sine qua non en disant si vous n'avez pas l'Internet, une graphiste de Montréal ne peut pas venir travailler en région. Mais le télétravail va amener beaucoup d'opportunités pour justement les régions. Moi, je pense que c'est là où on va gagner. Je ne voudrais pas avoir un immeuble à bureau à Montréal, par contre, là, mais pour tout ce qui touche les régions, ça peut être très, très intéressant, effectivement. Mais tu sais, en ce moment, puis ça fait un bout de temps que moi, je le dis, on a 2 universités à moins de 30 minutes de notre région, là. Oui. On a juste à aller faire des speeches de vente, aller chercher les jeunes qui veulent justement faire du télétravail, qui veulent partir à leur compte, qui veulent travailler. Mais tu sais, encore là, c'est pas partout. Je veux dire, l'Internet se rend quand même dans la majorité des endroits. Là, on a de la difficulté à mettre des logements de l'avant. On a de la difficulté à avoir des maisons disponibles. Ça devient plus difficile. Mais c'est une difficulté que vous n'aviez pas nécessairement pour ce qui est des maisons. Moi, pour avoir beaucoup regardé, mais là, on touche à ça. C'est drôle parce que tu parles des universités. Moi, je suis allé régulièrement donner des formations. Et en jasant avec les jeunes, ils voulaient aller à Montréal, eux autres. Tu sais, c'était la grosse affaire d'aller à Montréal. Peut-être que ça va l'être un peu moins. Je ne sais pas. En tout cas, il y aura d'autres critères, effectivement. Tu parlais d'entrepreneuriat, Steve. Vous avez des entreprises qui ont fermé, d'autres où les propriétaires d'entreprises sont relativement âgés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de repreneurs pour les entreprises. On parlait, moi, j'ai vu des statistiques qui disaient 10 000 entreprises au Québec qui n'auront pas nécessairement de repreneurs. Là, il y a un petit ménage qui va se faire parce que les entreprises ferment. Nancy, vivez-vous un peu la même chose chez des clients ou il y a une relève? Vous cherchez des employés pour des entreprises, cherchez-vous aussi des repreneurs? Effectivement, ça fait partie de la réalité. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est, entre autres, sur place par Marc Dutil et tout un groupe d'entrepreneurs. Donc, une école pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs, justement afin de s'assurer que les entreprises du Québec vont pouvoir avoir de la relève. Mais ça fait partie des demandes. Donc, on a régulièrement des entreprises qui nous contactent pour faire des processus de recrutement pour recruter une relève. Et ça, c'est une relève, ça ne se recrute pas comme ça. C'est tout un processus qui doit être prévu. Puis, il ne faut pas être rendu à 6 mois de la retraite pour commencer à envisager une relève. C'est un processus qui s'étend sur des mois, voire des années aussi. Effectivement. Steve, de votre côté, au Carrefour Jeunesse Emploi, vous trouvez des emplois, vous montrez un peu, vous avez des programmes pour que les jeunes se trouvent un emploi, mais est-ce que l'entrepreneuriat, ça fait partie maintenant de votre palette de vente? Parce que moi, je dis souvent à des jeunes, quand je vais en vente conseil, quand je vais en lancement d'une entreprise,
Arrêtez de vouloir partir absolument votre propre business. Il y a plein de business à racheter là, avec des opportunités intéressantes, qui ont une bonne réputation, une clientèle, de bons chiffres d'affaires. On dirait qu'à un moment donné, pour avoir été à Lac-Mégantic, entre autres, des fois, je me faisais offrir une business par semaine et des entreprises payantes. Mais je disais, pourquoi vous vendez ça? Bien là, on a 65 ans, on veut arrêter, on veut faire autre chose. Steve, de votre côté, est-ce que vous en tenez compte de ça? Est-ce que vous en parlez au Carrefour Jeunesse Emploi? Nous, on travaille plus en sensibilisation OK. avec les jeunes de niveau secondaire. OK. Wow. Il y a déjà des organismes comme la MRC de Quaticook ou la SADC qui vont travailler avec les gens qui veulent développer une entreprise, qui veulent partir une entreprise, qui veulent racheter une entreprise. Nous, on va travailler avec les plus jeunes pour les sensibiliser à ce que c'est, premièrement, qu'être entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup chez les jeunes la pensée magique. Hein? Je veux être entrepreneur, je vais travailler 20 heures semaine, puis je vais gagner 100 000 par année. Fait que, on a, tu sais, puis de plus en plus, même ce qu'on fait, c'est qu'on va aller travailler dans les écoles par des projets. On va les impliquer dans des projets où, bon, ils vont faire, OK, on veut vendre tel produit, on va mettre tel projet de l'avant. Ils vont être impliqués dans le choix, le genre d'entreprise qu'ils veulent faire, le genre de promotion qu'ils veulent faire, comment aller chercher les fonds pour partir ou pour démarrer leur entreprise. Une espèce d'école-entreprise. Oui, tu sais, à petite échelle. Oui, c'est correct. Parce qu'on travaille sur des projets qui durent souvent une année scolaire ou même un peu moins. Mais c'est vraiment de les sensibiliser à dire la possibilité est là, l'opportunité est là. Mettez-la pas de côté, là. Moi, je suis toujours surpris quand je vais dans des classes, mettons, que ce soit en technique administrative ou même, c'est ça, au niveau professionnel. Je leur dis, vous avez des stages à faire. Pourquoi vous ne ciblez pas une entreprise qui vous allume et que vous aimeriez racheter? Allez voir le propriétaire en disant, je voudrais faire mon stage ici parce que j'aimerais ça acheter votre entreprise un jour. La limousine va arriver, le propriétaire va s'effondrer à genoux en pleurant, va s'accrocher après votre jambe parce que ce genre de discours-là, il ne l'a pas. Et les gens me disent, on peut faire ça? Ben oui, on peut faire ça. J'en ai acheté 3 entreprises de cette façon-là. Mais on dirait que le réflexe entrepreneurial, si tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, il est moins là. On ne pense pas que ça se peut, mais ça se peut parce que c'est un discours qui n'est pas tenu par beaucoup de gens, mais parce que tout simplement, on n'a pas le réflexe de le faire. Puis les jeunes, souvent, ne sont pas rendus là. Quand ils sont aux études, au niveau universitaire, tu en as certains qui vont le dire, regarde, oui, je vis ça, oui, c'est ce que j'aimerais faire. Au niveau collégial, au niveau des DEP, souvent, ils ne sont pas rendus à cette étape-là. Les jeunes se projettent de moins en moins dans le futur. Donc, pour l'instant, je vais finir mon cours, je vais obtenir mon diplôme, je vais aller travailler, c'est tout. C'est drôle, ça. Moi, ça me fait halluciner quand tu dis ça parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est vrai qu'on nous dit qu'il faut vivre le moment présent, mais il me semble que nous autres, tu sais, je me souviens, quand le temps venait de s'inscrire au cégep, c'était la grosse affaire. Je ne sais pas. Regarde, ça c'est une vision qui est personnelle, mais tu sais, entre autres, aujourd'hui, bon, on revient souvent avec les cellulaires, là, mais avec la proximité de l'information, l'instantanéité de l'information, le jeune n'est plus amené à réfléchir. Il veut quelque chose, il pitonne, il l'a. C'est automatique. C'est automatique. Donc, je vais être où dans 2 ans? Je vais être où dans 5 ans? C'est abstrait, ça. Je ne suis pas rendu là. OK. Je ne suis pas rendu là. Wow! Mais heureusement, il y a des organisations comme le Carrefour Jeunesse Emploi pour essayer d'aider les jeunes à y voir clair, peut-être à bien se vendre, à voir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie aussi, parce qu'à un moment donné, il ne veut pas le mur, tu sais, la réalité te rattrape. Il faut que tu te poses ces questions-là, parce que tout ne se résume pas au téléphone intelligent, en fait. Non. Il faut sortir les jeunes. Bon, tu sais, je ne te rajouterai pas, là, on voit de plus en plus de difficultés au niveau de la santé mentale, de l'isolement. Bon, il faut travailler avec ces jeunes-là, leur donner confiance, leur donner une vision qui peut être agréable, tu sais, de vivre, de travailler, une vision gagnante, tu sais, de ce côté-là. Je travaille avec l'équipe en ce moment, puis c'est beaucoup de dire aux jeunes, regarde, viens rêver avec nous autres. Ah, wow! Permets-toi de rêver. Tu l'as dit depuis le début de l'émission, depuis tantôt que tu parles du bonheur, d'être heureux quand tu te lèves le matin. Ouais.
moi, c'est ce que je vends à mes enfants, c'est ce que je veux vendre à la clientèle, c'est, regarde, travailler, ça peut être agréable, ça peut être tellement le fun. Et ça, tu l'as mentionné, ça part des parents. Tu sais, j'imagine que tes enfants, Nancy, t'ont vu diriger ton entreprise. Tu n'écrivais pas sur les réseaux sociaux le dimanche. Ah, que la fin de semaine est déjà finie, il faut que je recommence demain. Oui, mais on lit ça sans arrêt. Moi, je dis, mon Dieu, quel cauchemar de survivre du lundi au vendredi pour être heureux 2 jours semaine, le samedi et le dimanche. Ça n'a pas de bon sens. Alors, ça part beaucoup de nous, les parents. Moi, je me souviens d'une discussion où on était tous à table avec les enfants. Un des enfants me dit, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite, père? Et l'autre, son frère, il répond, ben ouais, tu sais qu'il est déjà en retraite, il fait ce qu'il aime dans la vie. Alors, c'est bon. Oui, parce que mais ça part des parents. Si on martèle cette, tu sais, on a une influence qu'on ne soupçonne pas. Les enfants, parfois, ben, rendus à l'âge qu'ils ont vos enfants, il y a une étape où ils n'en ont rien à cirer de leurs parents, c'est ce qu'on pense. Mais finalement, ils nous regardent, ils regardent comment on est. Et si oui, on survit du lundi au vendredi, on accouche d'enfants qui vont survivre du lundi au vendredi. C'est infiniment triste, ça, cette histoire-là. Ouais. En tout cas, hey, ça a été, mon Dieu, ça a passé trop vite. Je vous remercie d'avoir pris 1 heure de votre temps pour jaser. Moi, je retiens beaucoup de choses encourageantes. Nancy, beaucoup de trucs où il y a de l'avenir, beaucoup d'emplois où il y a de l'avenir. Et c'est un gros wow. Je vais partager les coordonnées de ton entreprise sur notre chaîne YouTube. Et puis, si les gens ont besoin de tes services, on fait comment pour te rejoindre? On peut nous rejoindre à notre adresse, en fait, via notre site Internet, cameronrh.com, par courriel aussi, emploi au pluriel à commercial cameronrh.com. Alors, on a différents bureaux. Vous allez trouver nos coordonnées sur le site web. Je vois que sur Facebook, vous affichez des emplois régulièrement. Oui. Ça part du poste de soudeur. Je suis allé voir ça. Il y a des postes de cadre, il y a des postes de soudeur. Alors, quand tu nous dis qu'il y a des opportunités, vous l'appliquez parce que vraiment, vous cherchez des employés dans différentes catégories. Alors, un grand merci de ta présence, Nancy. Steve, merci infiniment aussi. Je te souhaite une bonne rentrée. Je sais que tu es de retour à la radio également, à la radio coopérative. Un passe-temps, un matin par semaine, alors animateur du matin. Oui, jeudi matin de 6h30 à 9h. Bon, ça n'a pas de lien avec ce qu'on discutait, mais qui va gagner la Coupe Stanley, Steve? Ben, écoute, moi, je pense que ça va être Tampa Bay. Oui. Et c'est ça. Regarde, je te dis ça, puis je ne sais même pas le résultat d'hier. Tampa Bay a gagné, en fait. Ils ont éliminé les Islanders. Je pense, mais moi, depuis le début, que je dis que Dallas ne passera pas au travail, puis sont là. Ouais. Écoute, ils peuvent encore nous surprendre. On aime ça, les surprises, mais pour Julien Brisebois, j'aimerais vraiment que Tampa Bay gagne pour les Québécois qui sont dans l'organisation. Alors, je m'excuse, Nancy, mais c'est un ancien joueur de hockey. Il aime le hockey, c'est un amateur de hockey. Alors, un gros merci, Steve, de ta présence. Merci à vous deux. Et à vous tous, chers internautes, voyez présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. C'est ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Bye. Merci, Jeanne. Bye.